Merci beaucoup, chers collègues. Je voudrais aussi remercier le CRASC de m'avoir offert cette opportunité de parler ici et découvrir cette belle ville d'Oran que je découvre pour la première fois. Et je suis très honoré donc de cette invitation, en espérant que ce n'est pas d'une erreur, parce que ça m'est arrivé quelquefois d'être invité par erreur pour des raisons de manque relatif de notoriété, etc. Alors, le thème effectivement de mon intervention, ce sera tribu et tribalisme, centré sur l'Afrique. Et il m'est arrivé de lire il y a très longtemps de ça, je pense peut-être 25 ou 30 ans, quelque chose comme ça, dans un journal français, je ne sais plus si c'est le très sérieux journal Le Monde ou le moins sérieux Canard enchaîné. L'anecdote est suivante. Le journal écrivait « La tribu des Flamands est sur le point d'entrer en guerre avec celle des Wallons. Les grands sorciers des deux tribus ont promis de se rencontrer pour tenter de désamorcer la crise. » Ce journal imputait cette citation à un journal zaïrois qui, en quelque sorte, retournait le stigmate, si vous voulez, du phénomène tribal, parce que, comme vous le soupçonnez, certainement, on ne s'attend pas à ce que les Flamands et les Wallons soient traités de tribus, ni que leurs cardinaux respectifs soient considérés comme des sorciers. Je dis ça pour introduire un petit peu l'idée de condescendance ou de relatif mépris attaché à cette notion de tribu et de tribalité, qui était quelquefois réservée depuis pas mal de temps, mais ça l'est devenu encore peut-être un peu plus ces temps derniers, à des communautés qui ne sont pas considérées comme particulièrement évoluées. Et quand on compare le Zaïre et la Belgique, ce qui est assez surprenant, surtout dans ces années-là, c'est que la Belgique venait de traverser peut-être un des records mondiaux d'absence de gouvernement, peut-être quelque chose comme 10 à 12 mois, je crois, et ça tout fonctionnait à peu près normalement, alors que le Zaïre a connu depuis une trentaine d'années une des guerres civiles les plus brutales de la planète, qui a coûté à peu près 4 millions de personnes et dont les résultats ne sont pas encore terminés. C'est une affaire qui est encore en cours. Alors, la réserve que les anthropologues aujourd'hui commencent à avoir à l'égard de cette notion, et la méfiance, voire l'espèce de gêne qu'ils ont un petit peu à la traîner en disant c'est plus très politiquement correct, c'est une affaire qui nous embarrasse un petit peu, alors que l'anthropologie pendant longtemps a utilisé cette notion comme une sorte de concept qui était assez reçu dans la discipline et qui ne posait pas particulièrement de problème jusque dans les années 60. Et donc cette suspicion a commencé à se dessiner avec la décolonisation, avec la remise en cause de ces hiérarchies issues des regards antérieurs portés sur ces sociétés dites en développement aujourd'hui et qui étaient vues comme une sorte de terrain possible d'investigation pour des gens issus de sociétés réputées, elles, développées, civilisées, etc. Et donc, dans le propos que je vais vous infliger, je vais d'abord m'intéresser à la petite histoire, très brève histoire de l'usage de cette notion de tribu dans l'histoire de l'anthropologie. Je m'arrêterai ensuite brièvement, mais c'est peut-être à mes risques et périls, sur la notion de Qabila chez Ibn Khaldoun, parce que là, j'ai l'habitude d'évoquer ce sujet devant des publics assez lointains du monde arabe, dans lesquels des semi-instruits comme moi peuvent leur raconter des choses pas très sûres, mais devant un public très savant maghrébin comme vous, je prends quelques risques, mais enfin je vais quand même me livrer, puisque je suis payé pour ça maintenant. Il faut que je gagne mon voyage, n'est-ce pas? Et je terminerai sur... je m'interrogerai pour finir sur le thème du tribalisme, qui engage aussi les rapports entre tribus, ethnie et État, parce que tribus et ethnie sont des choses qui sont au fond présentent pas mal d'interférences, voire de recoupements ou de recouvrements. Et les deux sont évalués, examinés, jugés aussi dans leur rapport avec l'État. Donc, premier point, le passé conceptuel de la notion de tribu chez les anthropologues. Cette notion était ou désignait
Je me sers là d'un article de Godelier, de Maurice Godelier des années 60, qui a été très fréquenté aussi pour débattre de cette question, parce qu'il a la commodité de résumer un certain nombre de choses qui sont un petit peu éparpillées. Alors il dit cette notion était rattachée à deux domaines de faits différents mais liés. D'une part, presque tous s'en servent pour distinguer un type de société, c'est-à-dire la tribu serait un type de société parmi d'autres, un mode d'organisation sociale donc spécifique qu'il compare à d'autres modes d'organisation de la société, c'est-à-dire les bandes, clans, États, etc. Et ce point, cependant, dit-il, ne fait pas l'unanimité parmi eux par suite de l'imprécision, du flou, des critères sélectionnés pour définir et isoler ces divers types de sociétés. Mais le désaccord est encore plus profond à propos du second usage du terme, lorsqu'il sert à désigner un stade d'évolution, parce que vous voyez, il y a deux façons de voir ce terme. D'une part, donc, un type de société, et d'autre part, un stade d'évolution au sein d'une sorte de parcours fléché, si vous voulez, de l'histoire de l'humanité. Et chez les anthropologues, la notion de tribu recouvrait ces deux acceptions. Donc la manière de concevoir les liens entre ces deux notions, ces deux acceptions, donc d'un côté type de société, de l'autre côté stade de l'évolution, la manière de voir les liens entre eux dessine une démarcation assez nette entre les approches évolutionnistes et néo-évolutionnistes d'une part, et les analyses d'inspiration structuro-fonctionnaliste de l'autre. Et pour sortir du flou qui entoure les usages controversés dont il fait l'objet, Godelier invite à retracer l'histoire donc de ce concept de tribu à travers l'histoire de la discipline anthropologique. Ça peut être une affaire très très longue, mais je vais essayer de la résumer. Lui-même l'a résumé déjà, moi je vais encore procéder à un résumé de Godelier, donc j'espère que ça ne vous endormira pas complètement. Et cette vision évolutionniste, dit-il, elle commence avec un personnage qui doit sans doute vous être familier, en tout cas pour les anthropologues parmi vous. Ça commence avec Ancient Society de Lewis Henry Morgan de 1877. Et vous savez que Morgan distinguait dans ce livre en particulier, trois grands stades d'évolution de l'humanité. Ce qu'il appelle la horde, caractéristique de la sauvagerie. Ça, c'est le premier stade d'évolution de l'humanité. C'est la tribu, qui correspond, elle, au stade de la barbarie. La barbarie, c'est mieux que la sauvagerie, hein, nous sommes tous d'accord. Et l'État, qui est la troisième et dernière étape de ce parcours de l'humanité, qui caractériserait la civilisation. Donc, vous voyez, vous avez ces trois étapes. Et Morgan envisage la tribu comme une unité autonome et complètement organisée, répartie en clans, et il va donner un certain nombre de traits caractéristiques de cette organisation tribale, mais des traits qui la rapprochent aussi de cette autre notion que je vais également être appelé à évoquer, la notion d'ethnie. Et il dit chaque tribu est individualisée par un nom, par un dialecte séparé, par un gouvernement suprême, et par la possession d'un territoire qu'elle occupe et défend comme le sien propre. Vous voyez le lien avec le nom, le territoire et la structure de parenté qui sert en quelque sorte de ciment à de même que l'embryon d'autorité qui caractérise la tribu. Parce que ce gouvernement suprême dont il parle ici, il ne s'agit que à partir des terrains des Iroquois sur lesquels il a travaillé, qu'on pouvait encore croiser dans les environs de New York. C'était un chef de tribu, si vous voulez, comme on en trouvait dans les tribus indiennes de l'époque. Et Morgan dit la croissance démographique et l'isolement géographique peuvent finir par engendrer des unités à l'intérieur de ce dispositif et également engendrer des différences, des insularités qui débouchent elles-mêmes sur une conflictualité, des oppositions qui contribuent également à individuer les segments ou les composantes de la structure tribale. Et d'ailleurs, je le soulignerai aussi tout au long de cet entretien, la pratique de la guerre est présentée dans d'autres approches, celle des fonctionnalistes notamment, comme étant une des caractéristiques essentielles de l'organisation, du mode d'organisation tribale, puisqu'on trouve sous la plume d'Evans Pritchard, que j'évoquerai aussi, l'idée, il le dit d'ailleurs assez explicitement comme ça, entre tribus, disait Evans Pritchard, il ne peut y avoir que la guerre, rien d'autre pratiquement.
le développement de la propriété privée du bétail et de la terre que connaissent certaines tribus, dit Morgan, s'accompagne à la fois d'une dissolution progressive de ce qu'il appelle les communautés gentilistes, du latin gens, et d'une consolidation des unités domestiques reposant sur la monogamie. Ainsi, l'humanité serait-elle passée, donc selon Morgan, elle se serait acheminée vers la civilisation, l'étape de son parcours qui correspond à l'usage de l'écriture, à l'émergence de la famille nucléaire, au développement du commerce, des activités manufacturières et des arts, ainsi qu'à l'apparition de l'État. Mais ce schéma morganien a été critiqué, notamment à partir des travaux de Franz Boas, le pape du culturalisme américain, que vous connaissez aussi certainement, à partir surtout des années 1960, qui correspond à une conjoncture qu'on pourrait resituer historiquement, parce que c'est l'époque, fin de la guerre d'Algérie, émancipation des colonies, etc., et donc remise en cause de ces anciennes hiérarchies sur lesquelles, qui servaient un peu de toile de fond à ces classements globaux entre ce qu'on appelait à l'époque les indigènes et les hommes, en quelque sorte, comme dit Sartre dans la préface des Damnés de la Terre de Franz Fanon. Et dans les critiques adressées donc à Boas, à Morgan, il y a l'idée que l'unité linguistique n'est pas, ni l'unité linguistique ni l'unité culturelle ne correspondent vraiment à des réalités par rapport à la tribu, parce qu'elles ne coïncident en général pas, ces formes d'unité-là. Le nom de la tribu lui-même est souvent imposé de l'extérieur. Et parfois, il signifie, par des étrangers, parfois il signifie simplement les gens. Hein, il n'a pas de signification autre que générale. Également, le caractère de filiation à l'égard d'un ancêtre commun est généralement considéré comme relevant de la fiction, parce que beaucoup d'études, d'ailleurs, y compris celle de Pierre Bonte notamment, et c'est d'ailleurs, il va l'appliquer aussi à l'examen du mariage dit arabe, parce qu'il y a un certain nombre de clichés qui courent sur, pour les tribaux eux-mêmes, hein, j'ai dit ça pour les membres des tribus eux-mêmes, notamment les tribus du monde arabe, l'idée que le nasab, l'importance du nasab, est tellement enracinée dans la tête des gens qu'ils sont absolument persuadés qu'ils descendent effectivement d'un ancêtre commun. Parce que l'humanité elle-même descendrait, selon les grandes lectures issues de la Bible, d'un ancêtre commun. Fausse sur lequel travaillent par exemple les Mormons. D'ailleurs, si vous n'avez pas votre généalogie, vous pouvez écrire à Salt Lake City, vous enverront la vôtre, en la rattachant jusqu'à Adam si vous le souhaitez, parce qu'ils font ce travail-là pour dire, voilà, l'humanité entière se rattache à un ancêtre commun. Et l'idée de la généalogie, c'est précisément ça, c'est-à-dire que le nasab, il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt là-dedans. S'il y a un arrêt, ça fiche en l'air toute la machine. Donc il faut que vous continuiez les ancêtres jusqu'à l'ancêtre fondateur, jusqu'au premier. Et les anthropologues disent ceci est une fiction, parce que l'humanité a peut-être 3 500 000 années ou quelque chose comme ça. Et la plupart des... Ça, je l'ai vérifié personnellement, comme beaucoup d'anthropologues qui ont fait du terrain, sur les tribus. On ne leur dit pas trop, parce que ça ne fait pas plaisir aux gens de leur dire votre ancêtre, c'est une fiction. Mais on pense quand même très souvent que si l'ancêtre en question a existé, l'immense majorité des gens qui prétendent s'y rattacher ne s'y rattachent pas en vérité. Donc ça, c'est un élément aussi qui met en cause ce schéma de Morgan que je viens d'évoquer. Par ailleurs, ce schéma est parcouru par quelques présupposés assez massifs et tout à fait invérifiables ou invérifiés, comme par exemple l'idée de Morgan selon laquelle il y aurait une antériorité de la filiation matrilinéaire sur la filiation patrilinéaire, ce que les anthropologues en général aujourd'hui considèrent comme irrecevable. Et par ailleurs, l'idée d'une simplicité, d'une absence de hiérarchie dans les sociétés tribales, ce qui là non plus ne correspond pas du tout à la réalité dans beaucoup de sociétés étudiées par l'anthropologie, et en particulier la société du Sahara occidental sur laquelle Pierre Bonte et moi-même avons travaillé. Et même la reprise, j'ai parlé tout à l'heure de néo-évolutionnistes, même la reprise par Morgan de néo-évolutionnistes qui ont eu quelques gloires dans les années 60, comme Marshall Sahlins par exemple, Sahlins a eu l'avantage, en quelque sorte, sur Morgan, d'introduire notamment la place de la hiérarchie, de réévaluer la place de la hiérarchie dans le système tribal. Il n'est pas comme son ancien vieux maître Morgan, pour dire qu'il n'y a pas de hiérarchie à l'intérieur de ces sociétés, ou c'est des sociétés qui ignorent une forme de stratification intérieure. Morgan, Sahlins tient compte de cet aspect hiérarchique, mais il n'a pas changé d'avis sur l'opposition très forte entre société et État,
et sociétés sans État, sociétés dites segmentaires ou acéphales, qui seraient organisées sur l'opposition de groupes à l'intérieur d'elles-mêmes, qui reposeraient en quelque sorte sur une sorte d'équilibre, presque de la terreur, en tout cas de la peur et de la conflictualité, qui serait l'élément d'organisation de leur structure de façon interne. Et cette opposition forte entre monde hiérarchisé et société, donc société sans État et société à État, va aussi être accentuée et retenue par les fonctionnalistes, tout en étant eux-mêmes très critiques de la démarche évolutionniste de Morgan et de sa filiation. Et là, quelques mots sur l'héritage de l'anthropologie fonctionnaliste, particulièrement britannique dans ce domaine, qui elle-même reprend en fait pour l'essentiel, en tout cas, puise une part de son inspiration concernant les tribus chez Émile Durkheim et sa thèse de 1893 qui s'intitule « De la division du travail social », où vous savez que Durkheim distingue des sociétés régies par ce qu'il appelle la solidarité mécanique, qui fonctionne sur la base d'ailleurs d'une chose un peu curieuse qu'il appelle l'imitation. Il compare les segments de cette société à solidarité mécanique aux anneaux d'un annelé, c'est-à-dire un mille-pattes par exemple, dont les anneaux comme ça sont... On ne voit pas très bien comment ça justifierait ce type d'appellation, mais enfin c'est comme ça que lui il l'entrevoit. Par contre, il y a à l'intérieur de sa représentation quelque chose qui me semble assez justifié, c'est sur la similitude entre les groupes constitutifs des sociétés qu'il appelle segmentaires. Parce que quand vous enquêtez chez des campements nomades sahariens, par exemple, comme je l'ai fait personnellement pendant un certain nombre d'années, en passant d'une unité à une autre, vous avez à peu près la même configuration. Vous ne pouvez pas faire une enquête sur les savonnettes, sur les variétés de mouchoirs, sur les parfums, sur ce que vous voulez, ou les professions, qui vous donneraient une idée d'une diversité réelle. Tout ce monde est structuré à peu près de la même façon, et chaque unité apparaît comme une sorte de duplicata de l'unité que vous venez d'enquêter. C'est ce qui fonde d'ailleurs la possibilité pour les anthropologues d'approfondir une étude en creusant simplement le contact avec un groupe parmi cette population et non pas en faisant un travail fondé sur un échantillonnage statistique ou des choses de cet ordre. Et donc c'est là-dessus, si vous voulez, c'est sur cette idée que Durkheim va fonder son idée de solidarité mécanique, la solidarité qu'il oppose à la solidarité organique, elle-même basée par contre sur la division du travail et sur la nécessité, par exemple dans une manufacture, que chacun fasse un élément d'un ensemble de travaux qui vont pour finir aboutir à un produit qui a nécessité le concours de beaucoup de gens. Entre parenthèses, en lisant ou relisant Ibn Khaldoun, quand il parle d'humanité, au fond, il parle, lui, d'une sorte de division du travail presque initiale, si vous voulez, en disant l'homme ne peut survivre qu'en collectivité, je vais y revenir, parce que, notamment, il faut mettre plusieurs travaux ensemble pour arriver, ne serait-ce qu'à subsister, quoi, parce que si on ne fait pas ça, on ne peut même pas se nourrir, hein, pour produire du blé, le piler, en faire des galettes, etc. Tout ça, ça demande un travail qui ne peut pas être fait par une seule personne ou un mini-groupe, il faut qu'il y ait du monde autour de ça. Et donc, je poserai là, mais ça c'est un peu marginal, c'est une note comme ça en passant. Et donc, cette idée que va être reprise par les fonctionnalistes britanniques, et notamment Evans Pritchard, dans une célèbre monographie qui s'appelle Les Nouers, étude réalisée sur le Sud-Soudan, qui va essayer de montrer que la régulation de ce système, qu'il qualifie d'anarchie ordonnée, repose donc sur cette espèce de subdivision interne et de conflits larvés ou réels entre les membres de la collectivité tribale, subdivisés en groupes et sous-groupes, etc. Dans le monde qui vous est proche peut-être, en tout cas le monde saharien, c'est des choses que effectivement les gens savent. Qu'une qabila, ça se divise en batn, en ashira, en fakhr, et ça finit par donner la qabila, quoi. Tout ça, c'est une sorte de combinaison d'articulation, de segments qui constituent ce groupe. Et ce groupement tribal est fondé lui-même sur une sorte de logique de la fission et du regroupement. Les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire c'est l'idée d'éclatement et de regroupement qui semble faire tenir ensemble ce dispositif.
avec la violence, comme je vous disais tout à l'heure, comme un des moteurs essentiels du dispositif, parce que Evans Pritchard disait donc, entre tribus, il ne peut y avoir que la guerre, et il cite, ou ses disciples citent souvent cette espèce de résumé, moi contre mon frère et moi contre nos cousins et nous contre la terre entière. Vous voyez, c'est un peu ce type de conflit de proche en proche. Et l'idée que les awlad al-am, en tout cas dans les tribus sur lesquelles moi-même j'ai enquêté, on ne peut pas accepter qu'un wald am soit supérieur. Ça, c'est pas possible. Il y a une parité entre nous. Et je ne peux pas accepter que mon wald am soit supérieur à moi. Ça, c'est impossible. Donc nous sommes déjà prédestinés en quelque sorte nous-mêmes entre là de l'âme à nous confronter pour établir en quelque sorte notre parité entre nous. Et vous avez ça dans ce type de division est illustré par toute la littérature depuis l'Arani et même avant l'Arani jusqu'à maintenant, tous ces vieux conflits qui font les ayyam al-arab comme on dit, entre Bakr et Tahlib, Tasm wa Jadis, Abs wa Loubian, enfin tous ces anciens grands conflits paradigmatiques qui font un petit peu la vie des tribus et la chronique des tribus. Et qui, en Mauritanie, par exemple, on a un groupe qui s'appelle Oladembar qui s'est illustré par par l'autodestruction. Et c'est célébré par les griots, les Aïdes et tout ça comme une chose absolument magnifique parce que les gens disent « Ah non, on ne peut pas supporter que mon cousin le plus proche prétende être mieux que moi ou puisse revendiquer l'autorité que moi-même je prétends revendiquer. » Et les laudateurs, les griots, etc., vont chanter la gloire de tous ces gens. Ils vont s'entretuer entre eux jusqu'à ce qu'ils soient presque tous éteints. Il n'y en a plus aujourd'hui, cette tribu. Et elle fournit le paradigme de ce qui se fait le mieux en matière d'honneur tribal. C'est vraiment le summum qu'on peut faire. C'est mourir jusqu'au dernier pour défendre cette idée que nous sommes des égaux, en quelque sorte. Et on trouve donc une illustration assez longue de tout ça, et en particulier chez Ibn Khaldoun, qui est donc le deuxième point sur lequel je vais... à mes risques et périls, m'arrêter un petit peu maintenant. Et ça, c'est autour du thème qui vous est très familier de la asabiya, qui est le fondement à la fois de l'unité et de la subdivision de la tribu. Et la lutte des asabiyat est en quelque sorte le moteur de l'histoire, parce que là aussi, l'idée de sissiparité, l'idée de propension à la division interne est vraiment un des moteurs essentiels de cette façon de penser. Mais plus lointainement, je dirais qu'il me semble qu'il y a l'affirmation d'une sorte d'archétype naturel des manifestations authentiques de la vie collective, la vie sociale en général, ou des êtres humains chez Ibn Khaldoun, qui oppose le tabi'i à l'istina'i. Un peu peut-être, moi ça me rappelle un peu, moi qui ai été un petit peu de philosophie avant d'aller chez les anthropologues, l'opposition physis techné chez Aristote, même s'il y a un refus de la filiation entre Aristote et Ibn Khaldoun, mais il y a des choses qui me font penser, en tout cas à chaque fois que je parcours un peu d'Ibn Khaldoun, qui me font penser un peu à des choses que j'ai parfois entrevues chez le stagirite. Et donc la asabiya peut-être m'apparaîtrait comme une sorte d'expression d'une hiérarchie, pas la asabiya plutôt, pardon, cette idée de cette opposition du naturel et de l'artificiel, comme l'expression d'une hiérarchie ontologique, c'est-à-dire une hiérarchie de deux régimes d'être, si vous voulez, hein, de deux mondes, hein, c'est ça que j'entends par ontologique, qui fondent elles-mêmes l'ordre logique de la connaissance, de la science, du umran, c'est-à-dire de la civilisation, parce que, dit Ibn Khaldun, c'est ça qui justifie qu'au-delà des apparences, des choses, il faut aller à leur vrai sens. Hein, ça, les débuts de la Muqaddima expliquent bien ça, ils disent... Les historiens qui m'ont précédé, ils sont allés ramasser des choses éparpillées un peu partout. Moi, je vais aller au cœur des choses. Je vais expliquer les choses. Je ne vais pas enchaîner des faits, des anecdotes. Je vais vous donner une logique de comment se construit l'histoire, hein, de comment l'histoire se fait. Et donc, c'est le passage de la nature à la culture, au fond, qui est la grande affaire ici. Et qui n'est lui-même, qui n'apparaît que comme une sorte de manifestation provisoire d'une bifurcation, hein, ordonnée autour d'un invisible but, d'un invisible télos, qui est l'accomplissement à travers ses ruses et ses détours de la nature elle-même, hein, de la tabi'a elle-même, du tabi'i lui-même, c'est-à-dire au fond, pour Ibn Khaldoun, en réalité, la volonté divine. Et là se mélange un peu le rationaliste et le croyant, parce que
On a du mal parfois à séparer à certains carrefours chez ce personnage les deux, le rationaliste et le croyant. Et il y a donc pour Ibn Khaldoun une nature humaine, comme il y a une nature du pouvoir, et comme il y a une durée naturelle de la vie des nations et des dynasties. Et ceci s'articule à la nécessité de la vie en société que j'évoquais tout à l'heure, parce que dit Ibn Khaldoun, al-insan, hayawan, madani, bit-taba. Et ça, c'est à peu près la traduction littérale du Zoon Politikon d'Aristote. Hein, et d'ailleurs, entre Madani et Politikon, parce que Politikon, ça vient de polis, hein, de la cité. Et Madani, c'est, comme vous le voyez, la racine, c'est la racine est la même. Hein. C'est-à-dire que l'homme est un être qui vit en cité, qui vit dans une police ou qui vit dans une Madina par nature. Hein. Il est naturellement, en quelque sorte, prédestiné à vivre en société, à vivre en communauté, plutôt en communauté sédentaire au fond, qu'en communauté bédouine. Ce qui est bizarre parce que dans la théorie globale, le système global d'Ibn Khaldoun, on a un balancement entre bédouinité et sédentarité et citadinité à laquelle je vais évoquer brièvement. Alors les lexicographes arabes, et en particulier Ibn Mandour dans l'islam arabe, établissent une distinction et un rapprochement entre les deux notions de asaba et de asabiya. Et enfin, là, je vous influe sans doute, pardonnez-moi, je vous endors avec des choses que vous connaissez certainement très bien, mais je les rappelle quand même parce que ça fait partie du parcours que j'avais prévu. Donc, si je les coupe, je suis fichu. Donc, voilà, je les poursuis. Et Ibn Mandour dit la asaba d'un homme, ce sont ses descendants mâles, Benou, les membres de son patrilignage, Qarabatuhu li abi. Et il définit la asabiya comme étant le sentiment qui pousse, entre guillemets, qui pousse un homme à épouser la cause de sa asaba et à la défendre, qu'elle ait tort ou raison, contre toute menace extérieure. Mais en même temps, il y a la proximité résidentielle, les intermariages, le fait de nomadiser ensemble, etc. Tout ça, ça va entrer aussi et être pris en compte dans la asabiya, parce que vous le savez aussi, Ibn Khaldoun dit « Al-nasab amr wahmi », c'est-à-dire qu'au fond, même si le nasab et la généalogie sont les fondements, sont le noyau de cette affaire, enfin en tout cas de son schéma conceptuel, je dirais, plutôt que de son vrai fond, parce que Ibn Khaldoun dit par ailleurs, ce qui importe dans la nasab, ce n'est pas de compter le nombre d'aïeux, hein, parce qu'il dit, Abul Walid ibn Rushd, il dit, être noble, c'est compter 30 générations d'ancêtres, ça vaut rien. Si vous n'êtes pas battu sur ces générations pour montrer que vous êtes les meilleurs, ou le plus puissant, etc., ça ne vous avance pas du tout. Et donc, il dit, la asabiya est thamarat al-nasab, ce n'est pas le nasab lui-même formellement, c'est le fruit de la généalogie ou le fruit de la... Et ce nasab est maintenu aussi par des liens, notamment le lien de mariage, même si là aussi on est dans la fiction plus que dans la réalité. Parce que, et là, les travaux de Bonte, j'y songe aussi, ont établi, par exemple, Bonte a travaillé sur la tribu émirale de l'Adrar, en Mauritanie, qui est une tribu de statut Hassan, comme on dit là-bas, aux guerriers, qui sont les plus élevés dans la hiérarchie traditionnelle. Et parmi ces gens-là, la tribu émirale est encore la plus élevée. Donc, en théorie, c'est celle qui aurait la propension à l'endogamie la plus forte. Et donc, à appliquer le schéma du mariage avec la bint al-am de la façon la plus radicale. Or, sur près de 2000 mariages que Pierre Bonte a analysés depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, il y a environ 3% de gens qui se sont mariés selon ce modèle. C'est-à-dire presque rien, vous voyez. Mais le schéma dans la tête des gens, c'est on épouse sa bint al-am, point. Vous voyez. Et chez tous les Sahariens de l'Ouest, c'est ça que vous trouverez. Personne n'épouse sa bint al-am, mais tout le monde dit nous épousons nos banat al-am. Donc ça, c'est le côté, si vous voulez, fictif de la généalogie, mais qui n'empêche pas de fonctionner comme un moyen régulateur très puissant dans l'esprit des gens. Et elle est liée également à la bédouinité. La asabiya est liée, comme vous le savez, à la bédouinité de façon en quelque sorte paradoxale, parce que, comme vous le savez, Ibn Khaldoun dit, ces gens-là sont les plus éloignés du Umran possible. Mais au bout du compte, ce sont eux les fondateurs finalement des États et des empires. Et ils sont capables de faire ça parce qu'ils ont une solidarité interne liée à la asabiya qui est très forte. Parce que la asabiya, son point de départ, c'est la proximité généalogique ou quelque chose qui y ressemble. Et eux, ils vivent très loin d'un monde susceptible de dissoudre leur nasab.
Donc, ils ont un concept clair dans la tête, même si c'est de la fiction. Hein, ils ont quand même ça dans la tête. Et ça va les... En même temps, ils sont très loin des zones où on peut s'adresser aux souverains pour se faire protéger. Et donc, cette solidarité va leur permettre d'être de plus en plus conquérants et agressifs. Et le paradoxe vient du fait que, à la fois, leur disposition dans le monde bédouin éloigné de tout pouvoir les pousse à être abusés de violence, une violence qui est nécessaire pour la vie en société, parce qu'il faut qu'ils se défendent. Sans solidarité liée à la sabia, ils vont être subjugués, dominés. Et chacun, de toute façon, c'est un monde dans lequel on se mobilise individuellement pour se protéger, individuellement et collectivement. Et c'est cette mobilisation qui, de proche en proche, va les conduire à devenir des conquérants, à s'emparer du monde des villes, habités par des gens un peu bedonnants, qui ont perdu leurs dents, qui aiment manger des choses sympathiques, etc., et qui finissent par ne plus pouvoir se défendre et demander au souverain d'intervenir pour se soumettre, etc. Et donc passer de la bédouinité à la sédentarité. Voilà comment, très grossièrement, si vous voulez, les choses se présentent dans le schéma khaldounien tel qu'il m'apparaît. Et c'est la vision à la fois hiérarchique produite par l'anthropologie classique et celle, y compris aussi, on peut dire celle qu'on trouve également dans ce que je viens de vous résumer d'Ibn Khaldoun. Tout ça ne plaisait pas tellement aux Africains des années des indépendances, et même déjà un petit peu avant. Et par exemple, si vous lisez un ouvrage du fondateur premier chef d'État du Kenya actuel, qui s'appelle Jomo Kenyatta, qui a écrit une thèse sous d'ailleurs à la direction de Malinowski, qui s'appelle Facing Mount Kenya, traduite en français sous le titre Au pied du mont Kenya. Kenyatta évoque son groupe ethnico-tribal qui s'appelle les Gikuyu. Il dit, ces gens-là, ils revendiquent pour eux, au fond, le titre de tribu sans trop de complexe. Et il dit d'ailleurs, c'est mieux que ce qui se passe chez vous, les Européens. Quand vous parlez notamment d'agressivité, de guerre et tout ça, nos guerres, c'est du bricolage à côté de votre hécatombe de 14-18, de ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, nous, on n'a jamais entrepris de conquérir personne. On fait ça pour un peu comme pour faire notre marché, quoi. Si on a une mauvaise saison, une saison sèche terrible, des criquets, des trucs comme ça. Enfin, il ne dit pas ça exactement comme ça, je caricature un petit peu. On prend nos armes et puis on va chercher à côté de quoi nourrir, mais on n'a pas envie d'aller massacrer des mondes en quantité, ni de conquérir des territoires, ni de nous fixer là-dedans. Ça, c'est pas vraiment notre truc. Et il dit, c'est comme ça que ça se passait, disait-il, chez les Gikuyu, les Maasai, les Wakamba, qui sont les groupes donc, de cette région kenyane qu'il connaît bien, et qu'il qualifie lui-même d'ailleurs de tribus et non pas d'ethnie, alors qu'aujourd'hui on aurait tendance à les qualifier ainsi plutôt comme ethnie. Et ce qui m'amène à dire quelques mots de ce cousin de la tribu qu'est l'ethnie. Vous imaginez sans doute, et vous savez d'ailleurs déjà, que ces deux termes ont quelque chose de voisin. Enfin, il y a une part de recouvrement, parce que l'ethnie aussi est un petit peu réservée à des groupes considérés comme modérément évolués, enfin, qui ne sont pas, auxquels il manque quelque chose. C'est des groupes auxquels il manque notamment un État, par exemple. Hein. C'est un peu des espèces de sous-nations. L'ethnie serait comme... ça, c'est par exemple la perspective qu'ouvre la définition dans le dictionnaire de Pierre Bond, justement. C'est une définition donnée par Anne-Elisabeth Taylor dans ce dictionnaire de Bond et Isard. Donc, l'ethnie est comme une sorte de nation à laquelle il manque quelque chose, qui est associé aussi, on l'associe à une culture, souvent à une langue, à un espace géographique et territorial, tout comme souvent les fonctionnalistes et avant eux les évolutionnistes associaient la tribu à un espace territorial. Mais là aussi, les critiques ont été adressées aux gens qui utilisent cette notion, parce qu'elle a des contours qui sont bien plus flous que ce que l'on pense, et c'est plutôt les administrations coloniales, d'une certaine manière, même si elles ne sont pas les uniques responsables de ça, qui ont contribué à lui donner peut-être une partie du poids qu'elle a fini par revêtir. Parce que beaucoup de colonies, en particulier en Afrique, ont été en quelque sorte ethniquement administrées, en particulier l'indirect rule des Anglais, spécifiquement dans le Nigeria, mais ailleurs, un peu partout, et même chez les nomades sahariens, les Français qui étaient pourtant très administratifs et
et qui essayaient, eux, là où ils étaient, de s'emparer des populations et des administrés plus fermement. Et chez les Sahariens, par exemple, ils disaient, ces gens, il vaut mieux juste se prémunir de leur déprédation, mais on ne va pas aller leur poser des questions tous les matins sous leur tente. De toute façon, on n'arrivera même pas à les repérer parce que ça bouge beaucoup, on ne sait pas où ils sont, etc. Il faut juste leur demander des actes d'allégeance du style vous nous versez un impôt en bétail de temps, on vous envoie en garde pour ça, etc. Mais on ne va pas venir vous chercher des poux dans la tête toutes les 3 semaines parce que et on ne va pas non plus fouiller d'ailleurs dans vos hiérarchies, vos affaires, parce qu'on sait que ça ne pourra pas marcher. Donc ils ont administré tribalement ces espaces, comme les Anglais, encore plus. Les Anglais ont encore plus administré ethniquement et tribalement les populations qu'ils ont gouvernées, en les mettant en quelque sorte dans une espèce de, pas de carcan, mais dans un moule qui était plus formalisé, bureaucratisé, et qui allait devenir celui des ethnies, disons, telles qu'on les observe dans les situations contemporaines. Parce que les ethnies, comme les tribus, ont une dimension, je dirais, performative, une dimension ou agonistique, c'est-à-dire conflictuelle, c'est-à-dire de présence mutuelle. Une tribu toute seule, ça n'a pas de sens, comme une ethnie toute seule, ça n'a pas de sens. Ce sont des choses qui existent par opposition les unes aux autres, un peu comme les concepts de la phonologie de Saussure ou de Troubetskoy. Les phonèmes, ça n'existe que par opposition. Les tribus et les ethnies, c'est un peu en quelque sorte comme ça. Ça rentre dans ce que Bourdieu appelle des luttes de classement, parce qu'à la fois leur nom et ce qu'ils sont ne leur vient que de ces luttes entre elles. Ne sont pas, sans ces luttes entre elles, elles perdraient en quelque sorte, entre elles et parfois contre l'État, elles perdraient toute consistance. Et je pourrais donner ici un exemple des terrains que j'ai parcourus moi-même, en particulier sur la Mauritanie, qui est le terrain que je connais le moins mal, où vous avez, c'est un pays divisé en 4 groupes, en gros, il y a 4 groupes ethniques dominants, ou ethno-linguistiques dominants. Il y en a un qui lui-même s'appelle El Biran, celui dont je relève moi-même, et que les Européens appelaient les Maures, et qui est un groupe arabophone pour l'essentiel, même s'il y a un petit isolat berbérophone, il n'y a plus que 5, j'ai compté à peu près en quelques 5000 locuteurs dans une espèce de petit fossile linguistique de l'extrême sud-ouest de la Mauritanie actuelle. Ça, c'est le gros de la population, c'est des gens qui parlent le hassania, donc le dialecte arabe de cette région. Vous avez des poularophones, des gens qui parlent la langue peul, mais qui sont, eux, je vais y revenir, qui sont divisés en fait entre 2 groupes, les peuls nomades, que les autres appellent foulbés, qui ne sont pas exactement les mêmes qu'eux, sous certains angles, mais qui vont annexer dans d'autres circonstances. Vous avez un autre groupe qui s'appelle les Wolofs, qui est la même population à cheval sur le Sénégal et la Mauritanie, et vous avez aussi les Soninké, qui est la population des 3 frontières entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Et ce monde a été recomposé par les Français, a été mis ensemble. Et à partir des années 60, il y a eu un début de conflit ethnique assez important sur la base de la langue, sur la base de l'héritage du français. Les arabophones voulaient arabiser le système scolaire. D'abord parce que le niveau de scolarisation était ridicule au moment d'indépendance. Il faisait à peine 5% des gens scolarisés. Et deuxièmement, parce qu'il y avait aussi une forte revendication nationaliste arabe de ces gens de l'extrême bout du monde arabe qui se disaient oubliés, abandonnés, etc., et qui se sentaient très, très profondément arabes, où personne ne voulait plus être berbère, alors que c'était au fond des berbères arabisés. Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup ici, parce qu'ils n'aiment pas beaucoup ça. Mais en gros, aujourd'hui, personne ne veut plus être d'origine arabe, d'origine berbère là-bas. C'est à peu près fini. Donc, vous avez ces conflits ethniques qui commencent à se dessiner dans les années 60 sur cette base de l'usage de la langue française opposée à la langue arabe. Et lors d'un premier recensement national mauritanien effectué en 1976, il y avait un groupe de recenseurs qui étaient des gens d'origine peul et poulard. Et ils ont dit, on ne veut pas administrer votre questionnaire s'il fait une différence entre peul et poulard. Parce que les Peuls, c'était des gens qui étaient des nomades, principalement éleveurs, de complexion physique légèrement différente des poularophones sédentaires que les Français appelaient les tout-couleurs,
qui eux-mêmes traditionnellement se distinguaient un peu de ces peuples en disant ils ne sont pas très fréquentables ces gens. Ils sont moins musulmans, ils sont un peu voleurs comme les morts, etc. Ils ont même un dicton dans leur langue qui dit quand rien n'a été volé, il y a un proverbe tout couleur qui dit Pullo arani, chapachu arani, en poulard, en langue poulard. Ça veut dire pourtant aucun mort n'est venu et aucun peuple n'est venu. Donc il n'y a aucune raison que quoi que ce soit ait disparu, quoi. Donc vous avez là je distingue deux. Enfin, ils disent non, c'est bon. En même temps, ils ont les mêmes patronymes, ils ont la même malikisme ash'arit, etc. Pareil. Et le nationalisme poulard naissant, ethno-centré, hein, à partir de ce recensement de 67, on dit on ne veut pas que ces gens et nous soyons séparés. Pas question, on appartient au même monde. Mieux que ça, dans le développement de cette conflictualité ethnique est apparue la notion de négro-africain. Ils ont dit les groupes noirs ensemble sont menacés. Alors que ces gens parlent des langues différentes, ont des systèmes matrimoniaux qui ne sont pas exactement les mêmes, habitent des territoires différents, ont été rattachés à des hégémonies politiques anciennes différentes. Mais pour les besoins de la circonstance ethno-conflictuelle, il fallait les regrouper. On a créé la catégorie, chez les nationalistes noirs, de négro-africains. Troisième chose, parmi les hassanophones, ceux qui parlent l'arabe, il y a une presque majorité de gens d'origine servile, qui sont plutôt noirs en général, qu'on appelle haratin. Mais parmi eux existent également peut-être des éléments encore asservis sur le mode traditionnel, c'est-à-dire esclavage domestique. Ce n'est pas celui des mines du Lorient en Grèce ou de la Louisiane des années 1860, comme le présentent parfois certains propagandistes. Mais ces gens-là ont commencé aussi à avoir leurs propres revendications. Et les nationalistes noirs voulant regrouper tout ça ont créé... ces gens étaient en fait... Bon, ils étaient discriminés, hein. Notamment discriminés sur le plan, par exemple, des échanges matrimoniaux à cause d'une règle appliquée dans cette société qui est celle que les anthropologues appellent l'hypergamie féminine, c'est-à-dire l'idée qu'une fille ne peut épouser qu'un garçon qui a un statut au moins égal à celui de son père, hein, et pas en dessous. Hein. Une fille ne peut pas épouser un homme qui a un statut inférieur à celui de son père. Et ça, c'est extrêmement défavorable aux Haratin parce qu'ils sont au ras du système de la généalogie, tout ça fonctionnant à base de généalogie. Hein. Et donc ces gens sont discriminés économiquement, ont une allure physique noire plutôt que basanée, comme moi. Vous voyez, ce sont des gens qu'on appelle blancs par ailleurs. Enfin, ils ne sont pas très blancs, mais on appelle ça comme ça. Et donc on a créé comme ça, il y a eu l'apparition d'une nouvelle catégorie, celle des négro-mauritaniens, créée pour la circonstance, pour dire il y a l'ensemble des Noirs de Mauritanie opposés aux prétendus blancs, entre parenthèses, blancs morts chez les Européens. Là, les langues européennes voulaient dire basané. Hein. Othello, par exemple, ou même Marx, que paraît-il, ses parents appelaient le mort, parce qu'il était un peu trop bronzé pour eux. Donc, vous voyez le côté lutte de classement. Hein. L'ethnie, comme la tribu, c'est des choses qui procèdent aussi de ces volontés de se classer les uns par rapport aux autres et d'entretenir une conflictualité. Sur la base de cette conflictualité, je suis en train d'épuiser le crédit d'une heure qu'on m'avait annoncé. Il m'en reste peut-être une quinzaine de minutes. Donc, ça m'amène à l'idée que je ne veux pas remettre complètement en cause l'existence de ces ensembles, hein, ni tribu ni ethnie, même si pas mal de gens d'inspiration postmoderne. Vous savez, ces gens qui disent que tout a été inventé, ou à peu près, que la réalité c'est une fiction, enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de postmodernes parmi vous, mais en gros, ça veut dire il n'y a que du discours sur des discours, quoi, si on veut se limiter à être très schématique. Ils disent notamment la colonisation a inventé les tribus et les ethnies. Il y a un bouquin, celui d'Amsel et Pouilleux et Bombokolo, que vous connaissez peut-être, Au cœur de l'ethnie, qui dit en gros ça. Hein, Amsel est très bon, c'est très marché, postmoderne, tout ça, branchement d'ailleurs, il a écrit un bouquin qui s'appelle comme ça. Moi, je ne suis pas très convaincu par ça. Je pense que la colonisation n'a pas inventé les systèmes matrimoniaux, n'a pas inventé les langues, n'a pas totalement inventé même les formes de délimitation territoriale. Elle a figé un peu un certain nombre de choses. Elle a bureaucratisé, fonctionnalisé, etc., des affaires qui fonctionnaient sur un mode non pas plus souple, parce que tout ce monde était quand même inscrit dans des choses parfois assez figées et fondées sur des traditions assez rigides, mais qui se négociaient dans des contextes différents. Et par exemple, les grands empires de l'Afrique sahélienne, et d'ailleurs, Amsel lui-même le dit, il y avait aussi des chaînes de société, hein,
des espèces d'ensembles qui englobaient d'autres ensembles, même s'ils avaient une empreinte ethnique quelque part, mais en même temps, ils avaient une espèce d'allure plus générale. Par exemple, l'Empire du Mali, ou avant lui l'Empire de Ghana, le Songhai au XVIe siècle autour de Gao, Tombouctou. Ces ensembles-là étaient des ensembles géographiques extrêmement vastes qui regroupaient beaucoup de monde. Donc qui traversaient bien sûr les frontières s'il y en avait, des frontières des groupes ethniques, parce que je n'ai pas parlé des frontières, parce que j'aurais eu quelque chose à dire là-dessus, mais je vais passer là-dessus. Alors, si ces tribus ethniques n'ont pas été inventées, qu'est-ce alors que le tribalisme? Parce que c'est lui que, bon, il en était question dans l'intitulé de ce propos. Et quand on évoque le tribalisme, c'est sans doute pour dire, entre autres, ou faire signe vers quelque chose qui est une sorte d'intervention illégitime, de solidarité, de proximité, dans le champ de l'État. En gros, hein, si je schématise, il me semble que c'est à peu près vers ça que ça tend. Comme pour opposer l'État, encore une fois, dispositif de contrôle assez universel, censé être relativement neutre, indépendant notamment des origines individuelles et des statuts hérités, opposer ce dispositif à celui des solidarités fondées sur la proximité, sur la parenté, sur l'héritage, sur l'encastrement dans ces schémas mentaux, si vous voulez, qui vous rattachent à une micro-appartenance de caractère principalement rural à la base. Et ce sont les effets de ce type de rattachement dans le champ du politique qui vont être à la base de cette appellation de tribalisme qui est elle-même aussi assez stigmatisante, dévalorisante, et qui est associée très souvent à des choses comme le népotisme, la corruption, la prévarication, des hiérarchies illégitimes, etc. Alors qu'en réalité, l'articulation entre tribu et État est une affaire bien plus compliquée quand on y regarde de près, historiquement en tout cas. Et là aussi, Ibn Khaldoun d'ailleurs donnait déjà quelques clés de cette affaire en opposition à la fois aux fonctionnalistes et aux évolutionnistes, parce qu'il disait « El-Rayatu allati tajri ilayha al-asabiyya hiya al-mulk ». Et ça veut dire que de la tribu jusqu'à l'empire, vous voyez, vous n'avez pas de rupture en quelque sorte, parce que de la micro-communauté jusqu'à l'empire, tout ça est quelque part nourri par cette histoire de l'asabiyya. Bon, allez savoir maintenant qu'est-ce que véritablement devait être la asabiyya dans un empire comme le Mali ou le Songhai des années 800, 900, 15e siècle, etc. Mais et ces dispositifs tribaux eux-mêmes, à leur intérieur, sont aussi s'associent souvent à l'État. Enfin, ils sont, en tout cas dans les contextes africains que j'ai examinés moi, vous avez par exemple les classes d'âge qui étaient très importantes dans certaines de ces sociétés et qui étaient parfois représentées par certains anthropologues comme un substitut de système d'autorité ou d'État lui-même, parce que ces classes d'âge sont en quelque sorte une machine qui met les gens selon votre âge, un âge social, hein, ce n'est pas forcément l'âge biologique, dans des catégories qui au départ sont les jeunes, en général des jeunes guerriers par la suite, les hommes d'âge mûr parce qu'ils sont mariés, et puis de plus en plus en avançant vers l'âge, vous allez vers des gens qui sont les vrais patrons du système, les gérontes, qui ont aussi souvent une fonction religieuse à la fin de leur vie, afin qu'ils deviennent, parce qu'ils se rapprochent du ciel en quelque sorte, si le ciel est le lieu où aboutit finalement toute cette histoire. Vous aviez aussi des hiérarchies évidemment de castes, de choses comme ça associées au système tribo-ethnique. Ça c'est très répandu sur toute l'Afrique sahélienne, par exemple chez les populations malinquées de l'ancien empire du Mali, c'est-à-dire Mali d'aujourd'hui, Niger, Sénégal, Gambie, Guinée, Côte d'Ivoire, également combinées à des structures gérontocratiques, des structures d'âge. Au Burkina Faso, par exemple, vous aviez une monarchie assez forte chez les Mossi, avec un souverain qui s'appelle le Moronaba, mais qui était associé également aux structures de classe d'âge, hein, les deux étaient articulés les uns aux autres. Alors les leaders des indépendances africaines, encore eux, notamment ceux qui défendaient l'idée d'authenticité africaine. Hein. Vous avez entendu peut-être parler de François Tombalbaye, de Mobutu Sese Seko du Zaïre, voire l'empereur Bokassa, enfin, et des gens, des souverains un petit peu ubuesques de ce style. Leur idée, c'était de dire il y a un truc authentiquement africain, il ne faut pas qu'on aille imiter les autres gens.
Et la tribu était pour nous une bonne affaire. Même Senghor disait ça. Il disait c'était presque du socialisme avant la lettre. Il y a un côté communautaire, communocratique, disait Julius Nyerere de Tanzanie, qui est opposé à l'individualisme, à l'exploitation, au capitalisme, aux structures de classe des sociétés industrielles, etc. Et les tribus, pour ça, sont plutôt bonnes d'après eux. Et donc, ces leaders des indépendances rejetaient l'idée qu'il y avait dans les sociétés africaines des structures de classe, et même les sociétés qui revendiquaient l'indépendance au moment des luttes pour l'indépendance étaient vues comme des sociétés essentiellement sans classe. Même si des anthropologues comme marxistes notamment, comme Claude Meilhassou par exemple, vous avez peut-être vu son bouquin qui s'appelle Femmes, greniers et capitaux, et d'autres travaux sur les gourous de Côte d'Ivoire, l'anthropologie des gourous de Côte d'Ivoire, ont essayé de montrer que les rapports de classe d'âge dont je vous ai parlé, entre aînés et cadets, entre hommes et femmes, ont quelque part quelque chose qui ressemble à l'exploitation à la mode de plus-value chez Marx, parce que les cadets doivent une part de leur force de travail aux aînés. C'est-à-dire si vous êtes classé cadet, vous travaillez sur le champ de votre aîné, les femmes travaillent pour les hommes la plupart du temps, etc. Donc là, on a un prélèvement de la force de travail qui est assez ostensible et visible. Mais la vérité est que l'État importé de ces pays, parce que c'est des zones qui étaient souvent sans État, ou en tout cas les regroupements créés sont des États presque d'importation, sont plutôt eux-mêmes des agents créateurs. Ce sont des... Vous voyez, c'est un truc qu'on implante de l'extérieur comme ça, qui n'est pas fondé sur des rapports de classe en quelque sorte préalables, mais qui doit au contraire générer les classes sur lesquelles il va s'appuyer, parce que c'est l'État qui devient lui-même le moteur générateur de la classe, au lieu d'être le produit de la lutte des classes, comme le voulait le marxisme des années de prospérité du marxisme. Là, c'est plutôt l'État qui crée les classes et non pas l'inverse. Et la verticalisation et la généralisation des partis uniques dans ces années de l'indépendance, avec le président fondateur, père de la nation, inventeur de tout, possesseur de ce qu'il y a entre le ciel et la terre, ont fait que des embryons de bureaucratie sont apparus, mais elles sont restées extrêmement verticales et appropriées par des groupes très restreints, avec leurs espaces de sociabilité, l'usage de la langue étrangère souvent qui était un facteur d'unité entre eux, parce que les populations locales souvent ne parlaient ni anglais ni français, bien sûr, et leurs clubs, leurs machins, enfin toute une somme de choses qui les unifiaient entre eux. La religion également a pu jouer un rôle dans l'unification ethnique et ethno-tribale. J'aurais pu d'ailleurs l'évoquer du temps que je m'occupais encore des Sahariens, parce que on me parlait tout à l'heure avec monsieur le directeur de la Tijaniya. Les confréries aussi ont joué un rôle ils ont été associés à des groupes tribaux. Par exemple, le commerce transsaharien dans l'ouest saharien et le centre du Sahara était très lié à des groupes particuliers. Par exemple, un groupe qui s'appelle les Dawali en Mauritanie est particulièrement associé à la Tijaniya. Un groupe comme les Kunta, dont vous avez quelques éléments ici en Algérie, était très étroitement associé à la Qadiriya et à certains segments du commerce transsaharien. Ce sont des fumeurs, alors que les Tijani prohibent la cigarette ou la fumée. Si vous êtes chez les Kunta, vous pouvez fumer, parce que le tabac du Touat, il fallait le commercialiser. Mais si vous êtes chez les Tijani de l'Ouest, non. Il y a des villages entiers où impossible de trouver la moindre cigarette. Si vous êtes un accro du tabac, c'est catastrophique. Et même à l'intérieur de ces trucs, des sous-groupes. Par exemple, la Hamawiya, qui est une branche de la Tijaniya, apparaît dans les années 20. Elle est également portée par un groupe particulier, les Soninké, ou une tribu particulière, ou deux tribus particulières dans l'espace mauritanien. Les Mourides du Sénégal, c'est bien connu, c'est une affaire essentiellement wolof. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui a fondé ça dans les années 20. C'est une branche à l'origine de la Qadiriya, mais qui a pris son autonomie et qui est devenue un business wolof, si vous voulez. Ça ne dépasse pas trop ce monde-là. Évidemment, les intérêts économiques interviennent dans la constitution de ces groupes et leur consolidation. Et la patrimonialisation des États également fait partie complètement de ce dispositif du tribalisme, ou en tout cas de l'injection et des rapports dévoyés, si on veut les voir d'un point de vue un peu moralisateur, entre tribus et États, parce que dans ces systèmes,
bon, qui ressemble parfois à ce que Wittfogel a décrit sous les traits du despotisme oriental, c'est-à-dire un dispositif dans lequel le souverain possède à peu près, le souverain entouré de ses épouses, de ses concubines, des membres de sa famille, de ses courtisans, de ses favoris, de ses serviteurs, de ses bouffons, de tous les chambellans, comme enfin, les hujab. Tout ce monde-là, c'est son petit monde qui a une dimension très fortement tribalo-ethnique, qui peut marcher pendant un certain temps comme facteur de stabilité. Par exemple, la Côte d'Ivoire a connu un clientélisme et un tribalisme débonnaire, comme on dit, sous Houphouët-Boigny, hein, le premier président de la Côte d'Ivoire, pendant 30 ans, parce que le cacao se vendait bien, il n'avait pas trop de problèmes. Lui, c'est un baoulé du Sud, mais il pouvait se permettre une certaine largesse vis-à-vis des groupes qui ne sont pas du tout directement les siens. Mais tombe le cours du cacao, enfin lui il meurt en même temps, il y a une somme de trucs, de facteurs nouveaux qui apparaissent, et il y a une rétraction sur le monde baoulé avec son successeur Conan Bédier. Et là, coup d'État, bon, un général arrive qui dit je vais mettre un coup de balai dans tout ça. On dit les gens du Nord sont détestables, ils sont musulmans d'ailleurs, ils sont je sais pas quoi, les Malinqués, enfin tous les gens qui viennent du Nord, Mali, Burkina, etc. Ivoirité. Enfin, vous voyez, on fait introduire un certain nombre d'éléments qui accentuent et affolent un petit peu la boussole des affaires ethno-régionales dans ce contexte. Et l'État lui-même, alors qu'il a été pendant un certain temps une sorte d'élément protecteur, redistributeur, ce qu'on appelait l'accaparement redistributif, c'est-à-dire il y a un type qui possède tout mais qui arrose un peu, parce que bon, sinon, faire tout fiche le camp. Eh bien, dans les États qui deviennent exclusivement kleptocrates, ça ne marche plus. Ça, c'est... Donc corruption, clientèle et tout ça font partie. On pourrait, j'aurais pu, si j'avais le temps, évoquer la manière dont ces sociétés-là ont été en quelque sorte dépossédées moralement de ces États qui ne leur appartiennent, qui n'ont jamais appartenu véritablement. C'est ce qu'il d'ailleurs dit un certain Njoku, un Nigérian que je cite volontiers, qui dit une bureaucratie coloniale d'origine étrangère contrôlée. Ça, c'est décrivant les États issus de la colonisation, contrôlés par une métropole distante, gérée par des... Ça, c'est le noyau colonial de l'État. Gérée par des fonctionnaires dont les possessions et les buts ne concernent pas la population locale, n'ayant pas créé d'identification citoyenne en dehors des espaces communautaires. Cette administration, donc, favorise l'émergence d'une culture du non-engagement pour le bien commun. Les affaires publiques signifient dans ce contexte les affaires de personnes ou, tout au plus, le travail du blanc. Hein, ce n'est pas un truc qui nous concerne, nous, parce que bon, c'est trop loin, c'est trop, etc. Voilà, donc pillage, etc., corruption, voilà. Mais est-ce que la démocratisation ces dernières années, dit-on, a changé quelque chose de ça? Il ne semble pas. Il semble même qu'elle ait accentué l'affaire parce que la libéralisation du marché du politique n'a fait qu'aggraver, semble-t-il, les tentatives, ou tentations plutôt, d'une redistribution un peu affolée. Et elle a surtout généré, en tout cas c'est ce que j'ai pu observer en Mauritanie, une sorte de jonction entre le monde de la bureaucratie et celui des commerçants, créant ce que moi j'appelle une structure boutique. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça marche en Mauritanie, parce que vous avez à peu près une boutique tous les 2 mètres là, dans la capitale, Nouakchott, qui regroupe la moitié de la population. On ne sait pas qui vend à qui, mais tout le monde a l'air d'avoir une boutique. Bon. Et ça s'est fait d'une façon assez surprenante. Enfin, et ça a marché surtout depuis que l'administration elle-même a été, en quelque sorte, s'est effondrée avec la succession du coup d'État militaire depuis 1978. Et vous avez une chute de prestige de la fonction administrative elle-même, de son efficacité, de sa capacité d'intervention, et une montée en puissance très très forte du consumérisme, de la volonté d'étaler une richesse la plus rapidement acquise, le développement de toutes sortes de trafics plus ou moins délictuels, qui font que tout ça a abouti à une fusion entre les commerçants et l'administration. Et donc, c'est une affaire qui nourrit profondément le tribalisme et l'ethnisme au lieu de le juguler. Mais il faut que je conclue, même si j'aurais eu encore pas mal de choses à raconter sur des univers un peu plus éloignés, mais bon, il faut que je conclue. Voilà. Donc je dirais d'abord que quelle que soit la définition que l'on en donne, la tribu n'existe qu'opposée à d'autres tribus ou face à une autorité étatique centralisée. La question de ce que l'on appelle donc
d'un terme lui-même fort imprécis, le tribalisme relève de la nature et des formes d'imbrication, association, opposition entre tribus et États. Je n'ai pas parlé, j'aurais pu, d'ailleurs, vous avez peut-être eu la visite de cette dame ici, Judith Schiele, je ne sais pas. Vous l'avez eu, Judith Schiele? Voilà, qui a écrit un bouquin très intéressant sur les frontières algéro, nigéro, malio, bon, comme ça, dans cette région-là, et qui montre aussi l'importance de la rassabia tribale pour la contrebande, celle-là. Contrebande de drogue, de cigarettes, de Marlboro, etc. Et donc, la contestation de l'État, elle aussi s'appuie sur des rassabias, sur des configurations ethniques. Une des caractéristiques donc les plus communément reçues de l'État, celle de Max Weber, voudrait qu'il corresponde à une unité politique, à un territoire, à une population sur laquelle s'exerce la souveraineté exhaustive et exclusive de l'entité étatique reconnue seule détentrice du monopole légitime, comme il dit, de l'exercice de la violence physique, mais Bourdieu ajouterait, et aussi de la violence symbolique d'ailleurs. Cet idéal type de l'État est fortement marqué évidemment de l'environnement et de l'histoire européenne où Weber a puisé l'essentiel de ses références. En pratique, les caractéristiques qui viennent d'être énumérées ne se sont vraisemblablement jamais complètement et simultanément retrouvées dans quelque formation historique de l'Europe que ce soit. Il serait donc plus vain, dira-t-on, de rechercher ces traits dans les États dits du tiers-monde où sévirait à une vaste échelle le tribalisme. Certes, la forme État est devenue le mode dominant des gestions des affaires humaines à travers le globe. Certes, tout vide étatique apparaît désormais insupportable puisque l'État est supposé s'être incrusté partout grâce notamment à la colonisation. Une évolution vers l'étatisation du monde que le poids des Nations Unies, qu'on voudrait d'ailleurs, qu'on pourrait ou devrait appeler États-Unis si le terme n'était pas déjà approprié, si ce label n'avait pas... Donc tendrait à confirmer et à légitimer cette forme donc est légitimée depuis que s'est ouverte l'ère de la décolonisation. Certes encore, une certaine similitude universelle du moule étatique tente à s'imposer, dont témoigne l'unicité de l'appareillage symbolique qui l'accompagne et lui-même porté par les médias de façon très très rapide. C'est les hymnes nationaux, les drapeaux, les devises, les corps constitués, les équipes sportives, les cérémonies protocolaires, parmi lesquelles notamment les deuils en particulier, manifestent tout spécialement l'unité de la corporation des souverains, Diwan al-Salatin, comme aurait dit les miroirs des princes, pour employer donc cette terminologie-là. La globalisation, cependant, en même temps qu'elle uniformise, tente à célébrer le multiculturalisme et à valoriser les droits des minorités tribales et ethniques, entre guillemets, comme composante essentielle de la démocratie. Dans les faits, la communauté internationale, comme on dit, tolère déjà et accueille nombre de quasi-États ou d'États que moi je suggérerais d'appeler États à mi-temps, comme un peu on fait du travail à mi-temps, à l'image du temps et de l'énergie que leur consacrent leurs auxiliaires, tout occupés qu'ils sont par une deuxième ou une troisième vie professionnelle, parce que quand vous êtes malien, mauritanien ou sénégalais, ce n'est pas votre salaire administratif qui va vous permettre de boucler votre mois, il faut trouver d'autres formes de subsistance. Après tout, l'État, aussi bien dans ses formes canoniques que dans ses manifestations embryonnaires, n'est jamais qu'un acteur parmi d'autres de configurations sociales soumises à des polarisations multiples. La tribu et l'ethnie ne sont, en Afrique comme ailleurs, que deux de ces champs polaires qui contribuent aux équilibres ou déséquilibres précaires, mais parfois étonnamment résilients, des quasi-États tribalisés de cette vaste périphérie du monde. Voilà, je vous remercie.